Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne réalisée avec le soutien de l'Europe Direct de Strasbourg. Depuis le lancement de l'agent conversationnel ChatGPT, les innovations liées à l'IA croissent dans tous les domaines, médecine, chimie, physique, mathématiques ou encore économie. Un succès fulgurant qui engendre aussi des interrogations, voire des critiques. L'intelligence artificielle pourrait pour certains considérablement améliorer plusieurs aspects de notre vie, comme les prévisions météorologiques ou diagnostiquer le cancer. En revanche, d'autres craignent que cette nouvelle technologie ne menace de nombreux emplois et ne rende opaque de nombreux processus de prise de décision. Et donc, plus généralement, elle ne porte atteinte aux droits humains, à la démocratie et à l'état de droit. Les intelligences artificielles vont changer notre quotidien, elles le changent déjà, ça c'est une certitude. Dans ce contexte, réguler l'intelligence artificielle n'est plus une option, mais une nécessité. Mais bon nombre des instruments juridiques actuellement utilisés pour réglementer les différents aspects de l'intelligence artificielle, comme ceux relatifs aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ont été élaborés avant que les systèmes de cette intelligence artificielle ne se banalisent. Ils ne sont donc peut-être pas adaptés aux divers effets et risques de cette intelligence artificielle. Donc, pour analyser et comprendre les technologies liées à cette intelligence, leur impact sur les droits humains et surtout comment une organisation telle que le Conseil de l'Europe entend l'encadrer, nous sommes ravis de recevoir M. Patrick Pennings, chef de service du développement et de la gouvernance numérique au Conseil de l'Europe. Bonjour M. Pennings. Bonjour Olivier. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, j'aimerais juste en guise d'introduction déjà comprendre un petit peu déjà ce qu'est le Conseil de l'Europe et surtout quelle est la fonction de chef de service du développement et de la gouvernance numérique du Conseil de l'Europe. En quoi ça consiste, votre fonction ? Tout d'abord, le Conseil de l'Europe va fêter ses 75 ans cette année. Donc, déjà ça, une première. Le Conseil de l'Europe s'est toujours aussi focalisé sur les développements technologiques et l'impact sur les droits de l'homme, l'état de droit et les droits humains. Et la démocratie, bien évidemment. Donc, comme par exemple, il y a 40 ans, nous avons déjà travaillé sur la gestion automatique des données et l'automatisation du travail sur les données. Et il y a 20 ans, nous avons travaillé sur la cybercriminalité. Donc, c'était pour nous logique, une fois que l'intelligence artificielle était utilisée à plus grande ampleur, de commencer à voir quel est l'impact potentiel sur les droits humains. Alors, pour encadrer donc, l'IA, encore faudrait-il bien la définir. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle en des termes plutôt simples et quelle est la différence entre l'intelligence artificielle qu'on dit étroite et l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup plus aujourd'hui, générale ? Oui, déjà, la définition en tant que telle est un sujet de débat. Ben c'est ce qu'il faut. À mon avis, vous êtes obligé de la définir dans la Convention pour ensuite... Mais tout à fait. Donc, nous ne travaillons pas seuls là-dessus non plus. C'est-à-dire, il y a plusieurs organisations internationales, comme par exemple l'OECD, qui a déjà défini l'intelligence artificielle et les autres instances européennes, notamment, vont utiliser cette définition. Pour faire simple, tout ce qui concerne, parce que vous posez aussi la question sur l'intelligence générale, plus dans le sens propre et le sens général, nous sommes dans une phase dans laquelle le développement de l'intelligence artificielle se fait dans tous les sens. Et donc, nous devons, et par différents moyens, notamment ce que vous appelez l'intelligence artificielle générique et générative, à ce moment-là, il faut vraiment aller dans le sens propre de cette intelligence. Il y a souvent des mythes un peu sur, on l'appelle intelligence, mais est-ce que le terme intelligence est vraiment adapté pour vous ? Parce que finalement, ce n'est pas une intelligence autonome, c'est l'humain qui l'a créé. Oui, c'est l'humain qui l'a créé, mais en même temps, nous sommes dans une phase où l'intelligence artificielle peut créer des systèmes en soi. Et donc, c'est ce dynamique qui est en train de se faire
qu'il faut encadrer en quelque sorte pour que justement l'être humain puisse garder la main sur ce développement et qu'on puisse continuer à avoir une transparence et une explicabilité de ce qui se passe au sein de la création de l'intelligence artificielle. Alors on va concrétiser un peu. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a une influence importante sur nos vies. On pense de manière évidente à ce qu'a fait ressortir ces ChatGPT. Avez-vous d'autres exemples de ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui au quotidien ? Mais nous, ce qu'on recherche justement dans les différents domaines du Conseil de l'Europe, c'est par exemple l'impact et l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du système juridique et de la justice. Et donc, parce que bon, on peut avoir le ChatGPT qui va être utilisé pour faire des devoirs à l'école, c'est une chose, et ça se fait de plus en plus d'ailleurs. Mais il y a d'autres manières d'utiliser cette intelligence artificielle générative qui ont un impact beaucoup plus important, notamment dans le système de la justice. Parce qu'on l'a entendu déjà dans les médias, de plus en plus aussi au sein du système juridique, on est en train d'utiliser le ChatGPT. Et donc, il faut encadrer justement cela. Alors, l'IA est perçue à la fois comme un problème, mais aussi comme la solution. Quels sont pour vous et pour le Conseil de l'Europe les avantages potentiels, vous y voyez, de cette intelligence artificielle, mais aussi les dangers que vous devez prendre en compte? Je pense, par exemple, vous parliez de la justice. C'est vrai que pour la justice pénale, on pourrait avoir des systèmes qui permettent d'éviter des discriminations, être quelque chose de plus impartial que l'humain. Mais en même temps, on a déjà vu, par exemple, il y a eu un cas aux Pays-Bas où l'intelligence artificielle avait bloqué les aides de l'assurance sociale et elle avait mis un biais qui était celui des immigrés, des étrangers du pays. Donc, ils ne percevaient plus les aides automatiquement pour limiter on va dire les fraudes. Tout à fait. Et donc, l'intelligence artificielle, jusqu'à maintenant, est basée sur les données et l'accumulation de données. Si maintenant, ces données sont biaisées, on peut aussi à la fin avoir un système qui est biaisé. Ce qui s'est passé notamment aux Pays-Bas, parce qu'on va utiliser certaines données qui ne représentent pas forcément la totalité d'un groupe cible ou d'une population et qui va donc biaiser, discriminer contre certaines personnes. Est-ce que l'IA, finalement, pourrait aussi être utilisée et comment pour renforcer les droits de l'homme cette fois-ci? D'abord, comment on peut le voir comme un outil de renforcement du respect des droits de l'homme? L'outil en soi peut être neutre, mais c'est l'utilisation de cet outil qui va faire la différence. C'est-à-dire, quand l'intelligence artificielle sera utilisée par un régime totalitaire, ce ne sera pas forcément pour promouvoir les droits humains. Quand il s'agit d'un état de droit et dans lequel on protège les droits humains, on va pouvoir orienter l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce sens-là. On le voit déjà sur les questions de sécurité nationale. C'est un des sujets aussi qui fait débat. C'est que dans les domaines de sécurité nationale, là, l'État, même dans un État de, on va dire, une démocratie, on peut avoir ce besoin d'utiliser l'intelligence artificielle et peut-être en abuser quand même. Mais au-delà de l'intelligence artificielle, il s'agit d'abord de l'accumulation de données. Et dans le contexte de la sécurité nationale, il faut aussi prévoir qu'il y ait ce qu'on appelle un oversight, une vue indépendante sur l'utilisation des données des citoyens par rapport à la sécurité nationale. Donc, il faut équilibrer d'un côté les droits humains, les droits fondamentaux des personnes, la vie privée, et de l'autre côté, quelle doit être l'utilisation dans un contexte de sécurité nationale et comment on va faire en sorte que ces deux soient bien équilibrés. Avant de rentrer dans le concret des propositions et des solutions qui peuvent être proposées par le Conseil de l'Europe, mais on peut imaginer, comme pour les données, avoir une sorte de commission indépendante, type la CNIL en France, ce genre de choses, qui pourraient contrôler l'utilisation. Tout à fait. Le problème est souvent, dans plusieurs pays, justement, la sécurité nationale est exclue.
Et donc, il y a des mécanismes, soit parlementaires, sénatoriales ou autres, qui sont mis en place, des fois aussi des instances totalement indépendantes qui vont regarder, qui vont superviser l'utilisation de ces données, et notamment aussi par rapport à l'intelligence artificielle qui est en corrélation, en quelque sorte, avec cette utilisation des données. Il y a aussi une autre chose qui fait un peu peur, je dirais, au public et à des gens, on va dire, lambda comme moi, c'est l'évolution rapide. Comment, finalement, une organisation internationale, une organisation européenne comme le Conseil de l'Europe peut anticiper et répondre aux risques émergents liés à l'intelligence artificielle à mesure que cette technologie évolue? Mais c'est justement ce qu'on essaye de faire dans le développement des outils, comme des traités. C'est-à-dire, on essaye de les faire technologiquement neutres. Donc, cela veut dire qu'on peut anticiper des développements. Par exemple, quand on a commencé avec notre convention sur la cybercriminalité, le téléphone portable qui est devenu un ordinateur n'existait pas. Mais l'outil, le traité sur la cybercriminalité nous a permis d'interpréter cela par la suite. Et donc, c'est ça aussi le plus important dans le développement d'un nouveau traité sur l'intelligence artificielle. Alors, dernièrement, il y avait, là aussi, pour voir un petit peu comment l'intelligence artificielle peut être à risque, une affaire vous savez, les fameuses photos, ce qu'on appelle les pornographiques, appelées les deepfakes, qui avaient notamment mis en scène la méga star planétaire Taylor Swift, qui après, donc, ça a fait remonter un peu ce qu'était le risque de ces deepfakes. Comment faire pour lutter contre ces phénomènes? Et là aussi, comment une convention sur laquelle vous travaillez au Conseil de l'Europe pourra être utile contre ce type d'utilisation? Je pense qu'il faut d'abord... la convention que nous sommes en train de développer est quand même une convention qui est plus large et plus sur les principes. Ça ne va pas résoudre tout. Je pense qu'il faut en même temps travailler sur justement la désinformation et de mettre en place des outils qui, pour certains, existent déjà. C'est-à-dire, tout ne doit pas être réglé par ce traité. Il y a toute une série de choses, notamment dans la justice pénale, qui existent déjà et qui doivent être utilisées en première instance. Mais on sait que dans le numérique, malheureusement, des fois, on aimerait que la loi soit la même dans la vie réelle, mais des fois, dans la vie numérique, elle est plus difficile à contrôler. Elle est tout à fait plus difficile et surtout les développements sont tellement plus rapides que maintenant, il faut effectivement appliquer les principes généraux de droit, tout d'abord. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs avant de développer un traité sur l'intelligence artificielle, c'est de voir quels sont les outils qui sont déjà en place avant de commencer à développer des outils qui couvriraient déjà autre chose. Monsieur Pennings, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le chef du service du développement et de la gouvernance numérique au Conseil de l'Europe et que donc on essaye un petit peu de voir comment le Conseil de l'Europe, cette organisation qui regroupe aujourd'hui 46 États membres qui s'occupe des droits de l'homme, essaie de travailler à réguler un peu ces avancées technologiques que sont l'intelligence artificielle. Alors j'aimerais revenir sur le travail que vous faites actuellement puisque vous travaillez au Conseil de l'Europe sur une convention cadre sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme. Pouvez-vous nous en dire plus, nous expliquer un peu quel est l'objectif de cette convention cadre? Oui, tout d'abord, je répète ce que j'ai dit dans la première partie, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe a toujours travaillé sur des questions technologiques tant qu'il touchait aux droits humains. C'est pour ça le contexte, par exemple, avec la Convention 108 et la Convention 108+, qui sont sur la protection des données et également sur la cybercriminalité. Donc, en première instance, ça peut sembler être des éléments qui sont assez techniques, mais tant qu'ils ont un impact sur notre société, sur les droits humains, sur la démocratie et sur l'état de droit, il est important que le Conseil de l'Europe puisse s'atteler à cette tâche. Et le Conseil de l'Europe a une expertise. Le Conseil de l'Europe a une expertise là-dessus, justement à travers ce travail sur les données. Rappelons que l'intelligence artificielle, actuellement, est quand même basée en toute grande partie
sur l'utilisation des bases de données. Alors, cette convention, donc, elle est ouverte à beaucoup de pays. Elle n'est pas seulement ouverte aux pays du Conseil de l'Europe. Ça aussi, c'est un concept assez compliqué puisque c'est une convention cadre. Il y a des pays observateurs au Conseil de l'Europe. Il y a les États-Unis, le Canada qui y participent. Expliquez-nous comment s'organise cette élaboration avec la société civile, avec les entreprises, on va dire de la tech. Comment tout ça s'organise? Il est clair que dans un développement comme l'intelligence artificielle, dans lequel le monde entier est impliqué, qu'il faut rassembler tous les pays qui ont les mêmes bases, les mêmes valeurs, pour qu'on puisse cadrer cette intelligence artificielle dans un contexte qui dépasse uniquement le monde européen. Et donc, plusieurs de nos conventions sont ce qu'on appelle des conventions ouvertes. Et c'est dans ce contexte que, dès le départ, les États observateurs, Canada, États-Unis, Japon, Mexique, ont été impliqués dans le développement de cette convention cadre, mais également Israël, qui a demandé rapidement de faire partie de la négociation, mais aussi des pays d'Amérique latine et le Japon, comme je vous ai déjà dit, et l'Australie qui font partie de cette négociation, justement parce que nous avons besoin d'avoir un consensus beaucoup plus global sur comment on va contenir, si je peux dire, le développement de cette intelligence artificielle dans un contexte des droits de l'homme. Je vais peut-être faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que ça n'entraîne pas peut-être le risque d'une dilution, le fait qu'il y ait tous ces pays et des pays qui ont peut-être des intérêts différents? Par exemple, les États-Unis, ça reste quand même le pays qui maîtrise le plus aujourd'hui cette intelligence artificielle. Mais tout à fait. Mais comment pouvons-nous établir un cadre global sans les États-Unis? C'est un peu... l'Europe, soyons clairs, actuellement n'est pas à la pointe du développement de l'intelligence artificielle. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus à la pointe, y inclut Israël, qui sont beaucoup plus à la pointe du développement de l'intelligence artificielle. Donc si nous souhaitons, dans une communauté de valeurs, et ça j'insiste là-dessus, dans une communauté de valeurs, partager cette préoccupation de cadrer l'intelligence artificielle, non pas pour empêcher son développement, mais justement pour avoir une vision commune, claire, sur comment on souhaite que cette intelligence artificielle puisse être utilisée dans nos sociétés. Mais souvent, les sociétés qui innovent, les entreprises de cette tech, elles ont une crainte, c'est que si on réglemente, on bloque les innovations. Comment on fait une convention comme celle-ci et sans prendre le risque effectivement de bloquer une nouvelle technologie, des nouvelles technologies? Il est clair que les sociétés privées ont des objectifs différents, c'est-à-dire leur premier objectif, c'est de faire fonctionner leur business, leur économie. C'est clair, mais en même temps, soyons quand même aussi clairs que ces sociétés qui sont basées dans des pays occidentaux sont basées dans un même système de valeurs. Et je pense qu'il ne faut pas non plus indiquer les entreprises comme des bêtes noires. Ils font partie de cette société. Ils ont largement aussi des préoccupations ils sont aussi composés d'humains et qui ont également des préoccupations humaines par rapport au développement de cette technologie. Et donc, je pense que ça, il faut prendre comme point de départ. Nous avons un partenariat avec bon nombre d'entreprises, 27 entreprises sur le plan global qui sont dans le développement digital, numérique, mais aussi dans les télécoms, qui travaillent avec nous sur ces valeurs et qui ont un partenariat avec le Conseil de l'Europe. Cela ne veut pas dire que toutes leurs actions sont toujours, en tout état de cause, disons, soutiennent ces valeurs. Ça, c'est autre chose. Mais quand même, il y a une base qui est créée pour qu'on puisse aller dans cette même direction. Dans cette Convention 4, comment vous avez établi, je ne sais pas quels sont les éléments concrets, mais par exemple, qui sera responsable finalement de l'utilisation qui est faite de cette intelligence artificielle? On a parlé avant des choses qui peuvent être utilisées, mais finalement, s'il y a un biais, un mauvais biais, quelque chose de discriminatoire, qui va finalement être responsable? Est-ce que c'est défini dans la Convention? Comment vous organisez tout
tout cela? Dans la convention, qui est une convention cadre, le système de supervision ne sera pas fait au niveau du Conseil de l'Europe. D'abord, c'est une convention qui s'oriente vers les États. Donc, ce sont les États et qui donnent des orientations aux États. Comment organiser, parce que, nous ne sommes pas uniquement les pays comme les États-Unis qui sont déjà avancés dans certains domaines. Comment ces États peuvent s'organiser pour, en quelque sorte, superviser le développement de l'intelligence artificielle en gardant le contrôle humain sur ce développement. En gros, et c'est peut-être là-dessus qu'on aurait dû commencer, je suis en train de m'en rendre compte, on n'a pas expliqué ce qu'est une convention cadre en fait. Finalement, la convention cadre, c'est une convention, on va dire, un peu généraliste, comme vous l'avez essayé d'expliquer, et c'est les États finalement qui s'engagent à mettre en œuvre ce qu'il y a dans la convention, c'est bien ça? Tout à fait. Une convention, en tout cas, contrairement à l'Union européenne, le Conseil de l'Europe n'est pas une organisation supranationale. Nous sommes une organisation intergouvernementale. Donc, les conventions, les États doivent souscrire à ces conventions. Chacun à son rythme. Certaines conventions se développent de façon fulgurante et rapidement et sont adoptées, ratifiées par les États. D'autres vont beaucoup plus lentement. Donc, ce sont les États qui doivent mettre en place les structures nécessaires et qui vont dans un même sens, parce que si on va dans tous les sens différents, on ne peut pas s'orienter. Donc, qui vont mettre en place des structures qui sont basées sur ces principes généraux. Et ça, c'est cette convention cadre. Merci M. Peuninx pour toutes ces informations. On va essayer de suivre un peu cette actualité. On peut aussi dire que finalement, les droits de l'homme, c'est aussi pour le Conseil de l'Europe la Convention européenne des droits de l'homme et qu'indirectement, elle va aussi devoir agir, peut-être aussi des fois sanctionner des actes de ces sociétés qui ne respecteraient pas les droits de l'homme. Tout à fait. Et c'est pour ça que notre point de départ n'est pas le produit en tant que tel, mais ce sont les droits de l'homme. Et c'est peut-être ça aussi un peu la différence entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. C'est-à-dire, au niveau de l'Union européenne, on va quand même d'abord penser produit, tandis que nous allons d'abord penser droits humains. Et ça converge, bien évidemment, et ce n'est pas opposé, mais le point de départ est un peu différent. Merci pour tous ces éclairages, M. Peuninx. Nous, on va suivre le Conseil de l'Europe. Rappelons bien que le Conseil de l'Europe est à Strasbourg depuis 75 ans et qu'il fête ses 75 ans cette année. Merci encore. Merci à toi. Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.